Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez au mieux. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit rappel sur les hormones et la cellulite. Vous savez que la cellulite, c'est mon dada. Et quand je me suis posé toutes ces questions sur pourquoi ça bloque, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi la cellulite, c'est parfois tellement compliqué à traiter, il y avait forcément un moment donné, je suis tombé sur quoi? Eh bien, je suis tombé sur les hormones. Et ces hormones nous embêtent au quotidien. Elles sont très variables, elles sont variables beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, ça c'est clair. Et puis l'idée, c'est de savoir si effectivement, nous, dans le monde esthétique, si on peut agir contre l'influence de ces hormones ou si, ma foi, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, plutôt que de vous parler des 150 hormones qui existent dans l'organisme, j'en ai sélectionné 4 et on va les regarder les unes après les autres succinctement. Vous retrouvez de toute façon dans mes formations beaucoup plus de détails que ce qu'on va se dire aujourd'hui. Alors, quelle est la première hormone qui pose problème? Vous allez me dire forcément, ce sont les œstrogènes et vous avez certainement raison, surtout dans l'esthétique et dans la cellulite. Les œstrogènes jouent un rôle crucial. Ces hormones fluctuent énormément, mais maintenant il faut comprendre une chose, elles ne fluctuent pas toutes seules. Lorsque les œstrogènes augmentent fortement, il y a un impact direct sur l'apparition de la cellulite. Je vais y revenir. Mais ayez toujours en tête que le rapport intéressant contre la cellulite, ce sont les œstrogènes versus la testostérone. Je vais vous en parler un petit peu aussi. La testostérone, c'est une hormone plus masculine, mais elle interagit beaucoup dans les traitements. Et vous allez voir comment. Je vous explique. Les œstrogènes, c'est quoi? Une hormone féminine, c'est celle qui permet effectivement de gérer votre cycle menstruel. Mais pourquoi elle nous permet de stocker de la cellulite? Eh bien, c'est parce qu'elles sont à la base, elles favorisent la lipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de gras dans les stocks. Ça, c'est une chose à savoir. Maintenant, la problématique, c'est que quand on fabrique du gras dans les stocks et qu'on le stocke automatiquement, eh bien, les œstrogènes, eh bien, elles vont fluctuer. Donc, ça veut dire qu'elles vont impacter le rythme. Pourtant, on stocke et on ne fait que augmenter le stock. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, dans l'alimentation ou dans notre cycle de vie, parfois, on stimule la production des œstrogènes au mauvais moment. Je vous explique dans la nutrition. Saviez-vous, et ça vous le retrouvez dans mon cursus en nutrition, ce que sont les phytoœstrogènes? Eh bien, ce sont des aliments qu'on va assimiler et qui vont dans l'organisme apporter un volume important d'œstrogènes. Par exemple, je vous donne un exemple qui est très connu chez les hommes, c'est la bière. La bière, parce qu'elle contient du houblon. Le houblon est un phytoœstrogène puissant. On le connaît également dans le soja. Mais revenons à la bière. La bière, je l'aime pas du tout. Elle amène non seulement des phytoœstrogènes dans l'organisme, c'est-à-dire qu'elle augmente le taux d'œstrogène, mais en plus, ça c'est une autre astuce, eh bien la bière, elle contient du maltose. Le maltose est un sucre extrêmement élevé en puissance, beaucoup plus que le glucose. Résultat, on a l'apport de sucre, l'apport d'œstrogène. On a dans la bière l'aliment type qui peut créer du surpoids. Chez les hommes, ça se voit au niveau du thorax, mais chez les femmes, ça se verra au niveau des hanches, au niveau de la cellulite. Donc ça, c'est une petite astuce. Si vous voulez éviter de boire de la bière, ça nous arrange lorsque vous donnez des conseils, en tout cas à vos clientes, ne consommez pas de bière. C'est vraiment l'aliment le pire pour quand on veut éliminer la cellulite. Alors, il n'y a pas que les phytoœstrogènes, il y a évidemment la pilule qui apporte des œstrogènes, mais là, je ne peux pas me permettre d'interagir, c'est le corps médical qui va vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire, je vous suis également. Alors, revenons à nos œstrogènes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'en avoir de trop dans l'organisme? Eh bien, c'est là où la testostérone est intéressante. La testostérone, c'est un peu le contrepoids. C'est l'hormone masculine et c'est le contrepoids. Et quand je prends une personne en charge au niveau du surpoids ou de la cellulite, eh bien, il y a toujours une petite question que je pose comme ça au détour, c'est est-ce que vous dormez bien? Alors bien sûr, le cours sur le sommeil, il est très long et je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais
Si je pose la question, c'est parce que je sais que quand on a un déficit de sommeil, on a un déficit de testostérone. Et la testostérone, quand elle est très basse, eh bien, ça veut dire qu'en fait, si je baisse ma testostérone, les œstrogènes, même si je ne les augmente pas, en réalité, elles se retrouvent en majorité, en supériorité. Et donc, elles vont agir 10 fois plus fort avec le stockage de la cellulite que si j'arrivais à compenser. Pourquoi compenser? Parce que la testostérone est une hormone qui permet de lipolyser les graisses, une hormone masculine, elle brûle du gras, eh bien, elle vient compenser un peu les œstrogènes. Si je dors mal, j'ai pas beaucoup de testostérone parce qu'en fait, la nuit, c'est là qu'on la fabrique, la testostérone. Eh bien, autant préserver, ça c'est une astuce au passage, préserver la qualité du sommeil de vos clients, de vos clientes. C'est extrêmement important lorsqu'on veut traiter la cellulite. Vous avez compris pourquoi. Alors, on va passer une autre hormone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer une autre hormone qui est certainement la plus enquiquinante des hormones dans l'organisme, c'est le cortisol. Vous la connaissez, j'en parle souvent dans mes cours, dans mes interventions. Le cortisol, c'est l'hormone de l'anxiété. Ça n'a rien à voir avec le stress. Si j'ai peur de rater mon avion, c'est de l'adrénaline. L'adrénaline, j'en parle pas aujourd'hui, elle est lipolizante, elle ne nous enquiquine pas. Par contre, le cortisol, c'est ce qui fait que je suis anxieux toute la journée. Je dis toujours, je dis une chose, c'est qu'on est ce que l'on mange. Mais ça, je vais vous le raccorder tout à l'heure. Non, ce que je veux vous dire, c'est que le cortisol, on se lève avec le matin, on se couche avec le soir, c'est de l'anxiété. On apprend à être anxieux. Un bébé ne naît pas anxieux, c'est pas génétique. C'est pas parce que votre maman, votre papa est comme ça que vous l'êtes. C'est parce que vous avez acquis cette compétence, entre guillemets, de l'anxiété et que vous avez appris à votre corps à générer du cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qu'on fabrique notamment par les surrénales. Je vais vous donner une astuce après là-dessus. Et les surrénales, eh bien, elles vont fabriquer du cortisol à forte dose. Et pourquoi ça m'enquiquine? Eh bien, parce que le cortisol met en compétition dans l'organisme le sucre et le gras. Je m'explique. Le corps, il a besoin de calories pour vivre, il a besoin de dépenser de l'énergie. Il a deux solutions, c'est où il prend du sucre ou il prend du gras. Sauf que le gras, c'est fatigant. Il faut le séparer en petits morceaux, il faut séparer les molécules, il faut le retravailler, il faut l'envoyer dans les muscles, le cerveau et ainsi de suite, dans les cellules. C'est compliqué. Et donc, pour ça, il a trouvé une astuce. Le sucre, c'est hyper plus facile à traiter. Alors, quand on traite du sucre, eh bien, il est tout content. Qu'est-ce qui se passe quand on a du cortisol? C'est l'hormone de l'anxiété, donc c'est l'hormone de la vigilance. Et pour être vigilant, il nous faut de l'énergie tout le temps, donc du sucre. Du sucre, en tout cas, s'il en a. Et donc, quand il en a, parce qu'on en mange, eh bien, le cortisol va dire au sucre, toi, tu vas là, tu vas dans les cellules, comme ça, le cerveau, il est bien actif, tout le monde est content. Résultat des courses, le gras, lui, le pauvre qui est là, hein, pensez à vos petits déjeuners, pain, beurre, confiture, on a du sucre et du gras, sauf que le beurre, quand on l'a consommé, si le sucre est utilisé par le cortisol, le beurre, lui, n'a pas d'autre solution que de se stocker. Alors, quelle est la solution finalement quand on est imbibé de cortisol? Eh bien, la première des choses, c'est évidemment poser ces questions, c'est demander à vos clients, demander aux gens, pourquoi êtes-vous anxieux? Ça vient de quoi? C'est quand? Comment? Creusez un petit peu cette piste-là, mais en tout cas, si vous avez des réponses favorables dans le sens positif, eh bien, je vous conseille d'introduire dans vos prises en charge, d'introduire des notions de gestion des émotions. C'est très important. Peu importe l'outil, ça peut être des compléments alimentaires, des soins ou des techniques de soins, eh bien, peu importe, c'est extrêmement important de baisser ce taux de cortisol. Je vous donne une petite astuce. J'aime bien une plante, c'est la griffonia. La griffonia, elle se transforme en 5-HTP quand on la consomme. 5-HTP, c'est la sérotonine, c'est l'hormone qui va compenser le cortisol. C'est l'hormone du plaisir. Alors, quand on compense le cortisol, ben, il a moins d'impact. Donc, en général, je donne systématiquement de la griffonia, du magnésium aux personnes qui ont besoin de tasser un petit peu leur humeur anxieuse. Ça me permet de progresser en fait plus rapidement dans mes résultats lorsque je suis bloqué à cause du cortisol. Je voulais vous donner
une autre astuce, le cortisol, lui, il a un impact pour le mesurer. Quand on veut le diagnostiquer, on ne peut pas faire de prise de sang, ce n'est pas notre métier, mais on peut se mettre sur la bonne piste parce qu'il y a des personnes qui vivent dans l'anxiété sans même le savoir. Demandez-leur si vous leur donnez un verre d'eau, là, maintenant, tout de suite, en combien de temps il faut pour qu'elle court aux toilettes. Eh bien, si c'est moins d'une demi-heure, dites-vous bien que l'organisme il est sous l'influence du cortisol parce que le cortisol fabriqué par les surrénales va stimuler les reins et que les reins se mettent à fonctionner très rapidement dès lors qu'ils ont de l'eau. Et ça pose un autre problème parce que ça déshydrate l'organisme. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on verra probablement une autre fois en live. C'est le niveau d'eau. C'est un peu plus compliqué à gérer. Mais la piste de justement, est-ce que je suis sous l'influence du cortisol ou pas, cette piste-là, elle est intéressante. Si je cours aux toilettes dès que je bois, en général, le cortisol en est responsable. Voilà, j'espère vous avoir donné 2-3 petites astuces là-dessus. Maintenant, la troisième hormone, c'est l'insuline. Alors, on la connaît parce que l'insuline, quand on en manque, on tombe malade. Ça s'appelle le diabète, diabète de type 1, où on est plutôt insulino-résistant, c'est-à-dire que les cellules ne comprennent pas l'insuline, ils ne savent pas à quoi ça sert. Et l'autre diabète, le type 2, qui est beaucoup plus grave, c'est le diabète où on n'a plus du tout d'insuline, le pancréas s'arrête d'en fabriquer. C'est très, très enquiquinant et ben là, on est obligé d'avoir des apports en injection ou autre d'insuline. Alors, si je vous parle de l'insuline, c'est parce qu'au quotidien, oui, c'est une hormone de protection de l'organisme, mais en réalité, elle va beaucoup impacter nos résultats. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire des yo-yo comme ça de production, on peut en produire des fois trop, pas assez, trop, pas assez. Eh bien, elle réagit un petit peu comme le cortisol, c'est-à-dire que quand on va manger, elle va élever, le pancréas va fabriquer du cortisol. Ça, c'est normal. On mange, on a un pic insulinique. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre le sucre et l'amener dans les cellules. Donc, elle va de nouveau, comme le cortisol, finalement, laisser tomber le gras, on s'en fout un peu. Nous, on n'utilise que le sucre et le sucre, ça va bien. On le met dans les cellules sont contentes, elles bossent, votre cerveau est tout content, vous avez un coup de boost qui ne dure pas d'ailleurs, hein, parce qu'on a le creux derrière très rapide, mais tout le monde est content, ouais, sauf que le gras, encore une fois de plus, ben, il reste circulant, et que si à ce moment-là, on ne fait pas de sport d'activité physique, eh bien, il va aller gentiment se stocker. Donc l'insuline, c'est vraiment pas notre copain. Comment on peut lutter contre l'insuline? Alors, je ne vous parlerai pas de médicaments, ça, ce n'est pas notre job, hein, mais je vais vous parler d'index glycémique. L'index glycémique, c'est qu'en fait, chaque aliment qu'on va manger aura un taux de sucre résiduel après la digestion. C'est-à-dire que si vous mangez des fruits, ça, c'est sucré au goût, oui, mais après l'avoir digéré, ça reste un tout petit peu sucré et très peu sucré. Par contre, si je vous parle d'une pomme de terre, qui contient beaucoup d'amidon, eh bien, la pomme de terre pleine d'amidon, on va la cuire. Et quand on la cuit, cet amidon va se transformer en sucre rapide. Et quand on va la consommer, en réalité, eh bien, votre pomme de terre sera beaucoup plus sucrée qu'un fruit, même si le goût n'est pas le même. Parce qu'après la digestion, l'organisme va récupérer ces sucres de la pomme de terre en fort volume. Alors, quand on mange très sucré et qu'on se trompe dans les index glycémiques de nos assiettes, forcément, on va produire beaucoup d'insuline. Forcément, le gras qui va avec ma purée de pommes de terre va être stocké dans les réserves au lieu d'être utilisé par l'organisme. Comment je peux trouver ces aliments? C'est très simple. Tapez index glycémique ou tableau index glycémique sur votre moteur de recherche et vous allez voir que c'est très facile. Vous allez trouver des moult livres là-dessus de tableaux. Regardez les tableaux, regardez où se classent les aliments, vous allez être surpris. La galette de riz soufflé que l'on consomme au quotidien dans les régimes donnés par certaines personnes professionnelles, eh bien, regardez son index glycémique et voir que c'est une catastrophe. En fait, la galette de riz soufflé, elle est tellement plus sucrée que le pain complet qu'on n'en parle même pas. C'est une catastrophe, quoi. Je vous ai parlé de la pomme de terre, je vous ai parlé de la galette. Un fruit à éviter, ce sont les pastèques, les melons. C'est en fait que du sirop, même si ça porte peu de calories parce qu'on n'en mange pas 25 kilos. Oui, mais c'est du sirop avec de l'eau.
Donc ça, c'est pas top. Par contre, on vous dit, ah non, surtout pas les cerises, faut pas manger ça et tout. Eh bien, regardez l'index glycémique des cerises, les fruits à noyaux, les index glycémiques sont très bas. C'est extrêmement intéressant parce qu'en bouche, c'est sucré, mais lorsqu'on a fini de les digérer, en fait, le fructose, il disparaît très vite. Et bah, ma foi, il n'y a pas beaucoup de sucre résiduel. Du coup, il n'y a pas beaucoup de pics d'insuline. Voilà mon astuce pour l'insuline. Au passage, je dis bonjour à Laurence qui me fait un petit coucou. Je suis ravi de vous rencontrer, de vous revoir. Et puis, la dernière hormone, et pas des moindres, c'est l'hormone de la thyroïde. On la connaît sous plein de formes, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'hyperthyroïdie. Dans ces cas-là, on n'a pas trop de problématiques de surpoids. Au contraire, on brûle des calories à longueur de journée du fait de l'hyperthyroïdie, pardon. Par contre, je vais vous parler de l'hypothyroïdie. Et ça, c'est plus enquiquinant. Et ce qui m'enquiquine encore plus, tiens, pour toutes celles qui ont mes technologies et la bioimpedancemétrie, notez bien une chose. Lorsque vous voyez la courbe de poids faire un yo-yo, comme ça, faire des vagues, je prends, je perds, je prends, je perds, je prends, je perds, eh bien, la plupart du temps, ça signe derrière qu'il y a une problématique thyroïdienne. Mais quand je dis ça, eh bien, on court chez le médecin, on a peur et on dit, oh là là, docteur, j'ai un problème, je suis malade, j'ai une hypothyroïdie. Ben, ce n'est pas forcément vrai et c'est là le piège, c'est que quand on va mesurer, en faire une prise de sang, à ce moment-là, votre thyroïde, elle fonctionne peut-être très bien parce que joue encore ce jeu des vagues, une fois ça va, une fois ça ne va pas. Donc si vous tombez mal, ben, le médecin il vous dira, ben non, ce que votre esthéticienne a dit, c'est une connerie, votre thyroïde, elle va très bien. Pas de bol, on a donné un mauvais conseil. Alors, c'est des choses qu'on doit observer dans le temps. Et en fait, il y a un petit truc, la thyroïde, on la connaît dans des choses très agréables. C'est elle qui régule la température. D'ailleurs, au passage, une femme je dis souvent les femmes, hein, pardon, mais c'est souvent le cas, une femme qui a parfois les mains froides, tout le temps froid, le bout du nez tout froid et tout ça, qui n'arrive pas bien à régler sa température, c'est souvent une problématique de thyroïde. C'est un signe. Et lorsque j'ai un doute sur la thyroïde d'une personne, je vais regarder un autre endroit dans son corps, elle aura plus facilement des bourrelets, ce qu'on appelle les ailes d'ange. Vous savez, c'est ces bourrelets sous la bretelle du soutien-gorge. Quand on a l'apparition de bourrelets comme ça dans le dos, méfiez-vous, c'est souvent un petit signe que la thyroïde, ben, elle ne fait pas ce qu'il faut. Et quand elle ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, elle favorise le stockage des graisses. Ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est elle qui gère. Elle a besoin d'énergie parce qu'elle a besoin de réguler la température. Elle n'y arrive pas bien parce qu'elle ne marche pas bien. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stocke beaucoup d'énergie sous forme de graisse et ça lui fait croire qu'elle aura de quoi lutter contre le frima de l'hiver. C'est un piège parce que vous, si votre cliente elle est sous l'influence de sa thyroïde en hypothyroïdie ou voilà, qui est dans cette phase où elle n'est pas encore malade mais elle n'est pas bien, eh bien, elle va certainement augmenter sa masse grasse régulièrement dans l'année par petites vagues comme ça sans arriver à la faire partir. Alors, quelle est l'astuce? La thyroïde, elle fonctionne très bien avec des nutriments, notamment le principal c'est l'iode, la vitamine B3 et le magnésium. Ça, c'est un combo que je donne toujours quand j'ai des doutes sur une thyroïde. Je donne de l'iode, mais je ne la donne pas en molécules, en cachet. Ça, c'est presque dangereux. Je favorise dans l'alimentation la consommation des poissons, des crustacés, des algues. Ne les oubliez pas, sous toutes leurs formes. Je favorise l'apport en iode par les aliments. Ça, c'est une première des choses. N'oubliez pas, on est ce que l'on mange. Et puis, je vais donner du magnésium et je vais donner de la vitamine B3 en complément alimentaire, en espérant que ça passe bien, que vous choisissez le bon magnésium, hein, le magnésium marin. Eh bien, pourquoi je donne ça? C'est parce que je teste. Lorsque je teste la thyroïde en donnant ces apports-là, normalement, sur un espace-temps de 3 mois, 4 mois, 6 mois, normalement, la personne arrête de prendre comme ça des pics de poids et elle stabilise en tout cas sa prise de poids. C'est un signe qu'effectivement, j'ai tapé juste au niveau de la thyroïde. Vous allez me dire, ah ouais, non, mais il faut attendre combien de temps pour que ça marche? Eh bien oui, le corps humain dysfonctionne avec les années et les décennies. Vous ne pouvez pas régler un problème de thyroïde en 3 minutes.
J'espère que vous m'entendez toujours. Je viens de perdre la caméra. Super, je suis ravi. Je vais essayer de la récupérer. Mais en tout cas, les 4 hormones, je les ai citées. La thyroïde, je vous en ai parlé. Donc, quelque part, j'ai fait mon travail du jour en espérant vous retrouver très prochainement pour un nouveau live. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui et je vous dis à très vite, à très bientôt.